Bonjour aux membres du Cercle québécois des affaires internationales et à celles et ceux qui vont nous voir. Je m'appelle Nicolas Contessy et je suis le président du Cercle québécois des affaires internationales. J'ai le plaisir et l'honneur de vous convier aujourd'hui à une conversation au sujet de la transition énergétique entre aspiration et réalisme. Nous en discuterons avec Dr. Carole Nacle. J'espère avoir bien prononcé. C'est pas mal. Excellent, merci. Et Dr. Robert M. Cutler. Alors, si je peux présenter nos orateurs aujourd'hui, Madame Nacle est la fondatrice et PDG de Crystal Energy, une société de conseil, de recherche et de formation reconnue et basée à Londres. Elle possède une expérience vaste et unique couvrant différentes parties prenantes de l'industrie énergétique à travers le monde entier. Dr. Nacle a travaillé avec les principales sociétés énergétiques, les gouvernements, des décideurs politiques, ainsi que des organisations internationales et des institutions universitaires et des groupes de réflexion spécialisés à l'échelle mondiale. Dr. Robert Cutler est présent parmi nous en tant que fellow de l'Institut canadien des affaires mondiales. Il est également chercheur principal et directeur du programme de sécurité énergétique de l'Association canadienne pour l'OTAN. Il est fellow à l'Institut canadien de recherche énergétique et membre praticien de l'Institut pour la complexité et l'innovation de l'Université de Waterloo. Et il tient à préciser, en fait, qu'aujourd'hui, ses opinions sont exprimées à titre personnel. Alors, si vous avez envie de rajouter des renseignements, sinon je peux procéder. Alors, pour notre public, en fait, nous allons procéder à 4 blocs thématiques à l'intérieur desquels nos 2 invités vont s'alterner pour nous offrir leurs propos. Alors, pour commencer, le premier bloc portera sur la situation actuelle du marché de l'énergie. Alors, comment comprendre la situation actuelle du marché de l'énergie dans laquelle on voit des hausses de prix assez dramatiques, bien que peut-être avec des différences à l'échelle régionale d'un continent à l'autre. Mais comment expliquer donc la situation, la dynamique actuelle du marché? Alors, Carole et puis Robert. Je vous remercie, Nicolas, pour votre invitation pour discuter un sujet tellement important qui nous affecte tous, n'importe où nous sommes dans le monde. Mais aussi, c'est un sujet qui est en même temps controversé et diviseur et pour lequel il n'y a pas de solution universelle. Et je parle ici, bien sûr, de la transition énergétique. En ce qui concerne votre question par rapport à la situation actuelle des marchés de l'énergie, ce que je trouve le plus fascinant, c'est la hausse des prix remarquables et peut-être sans précédent des énergies combustibles dans une période relativement trop courte. Que ce soit le pétrole, le gaz naturel ou le charbon, et même en Europe, le prix du carbone, on a vu récemment des niveaux qu'on n'a pas vus pour des années et dans quelques cas, peut-être jamais. Mais on doit être diligent avec l'utilisation des expressions comme crise énergétique. Et je vais m'expliquer dans quelques minutes. Permettez-moi de partager avec vous un PowerPoint pour vous montrer tout d'abord ce qui s'est arrivé dans le marché du pétrole. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, le prix du pétrole a bien surpassé les niveaux qu'on a vus avant la pandémie et même des niveaux qu'on a vus en 2014 pour WTI, West Texas Intermediate, et 2018 pour Brent. Peut-être pour le pétrole, ce qui est plus intéressant, ce n'est pas le niveau des prix, parce que comme vous voyez ici, durant la période 2011 jusqu'à l'été 2014, on a vu des prix beaucoup plus élevés. Mais c'est plutôt la durée que le baril a pris pour surpasser les niveaux enregistrés avant la crise.
Parce que historiquement, ça prenait entre 3 ou 5 ans pour que le prix du pétrole surpasse les niveaux enregistrés avant la crise. Aujourd'hui, bien que le marché et l'économie mondiale ont souffert une crise pas comme les autres, pour prendre l'expression du Fonds monétaire international, le prix du pétrole a pris presque 1 an pour retourner au niveau d'avant la crise. Et c'est bien la conséquence du grand effort de l'OPEC+. Dans ce contexte, je suis d'accord avec le président Biden que les prix du baril sont bien élevés aujourd'hui à cause d'une décision politique et pas nécessairement seulement le marché. Et c'est elle de l'OPEP et ses alliés. Mais je ne suis pas d'accord avec le président qui a plusieurs fois demandé au groupe producteur d'ouvrir les vannes. À cet égard, je ne crois pas qu'on a une crise dans le marché du pétrole, mais dans le marché du gaz naturel, c'est tout à fait différent. On peut parler là-bas d'une crise. Et je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Sur ce graphique, je compare les prix du pétrole, du gaz naturel aux États-Unis, mais particulièrement ici en Europe, et du charbon en Australie. Maintenant, si vous regardez le prix du pétrole, vous voyez que le prix du baril a augmenté par presque 40% depuis janvier de cette année, 2021. Mais le prix du gaz naturel en Europe, et ici je vais parler du TTF, l'indice de référence spot pricing en Europe, a augmenté par plus que 400% durant la même période. La hausse des prix du gaz naturel a été causée par plusieurs événements convergents en même temps. Certains sont liés à la pandémie, parce que si vous vous rappelez, l'année passée, à cause du confinement, on a vu les prix effondrer à leur plus bas historique. Mais la reprise économique a causé un démarrage trop fort de la demande pour le gaz naturel. Autres facteurs sont liés au temps. Par exemple, l'hiver l'année passée en Europe était très long et très froid. Mais il y a aussi des facteurs qui sont la manifestation de développement qui ont commencé depuis plusieurs années, comme la globalisation des marchés à travers le gaz naturel liquéfié, LNG, et la résultante compétition entre des marchés qui étaient dorénavant indépendants, en particulier l'Asie et l'Europe. Et bien sûr, il y a le facteur russe, un peu de géopolitique et un peu de stratégie commerciale pour montrer aux consommateurs que le spot pricing, qui est le résultat de la globalisation des marchés du gaz, n'assure pas la sécurité de l'énergie. Je vais m'arrêter ici et on peut discuter plus en détail après, mais je veux ajouter encore un petit mais très important point comme une cause commune des prix élevés dans les marchés de l'énergie, particulièrement les énergies combustibles. Et c'est le ralentissement de l'investissement dans les énergies combustibles, surtout par rapport à l'énergie renouvelable, avec des conséquences sur l'offre. Merci, Madame Nacle. Merci pour vos propos. Je passe la parole à Monsieur Cutler. Merci. Je tiens à remercier Nicolas Contessy et le Cercle québécois de relations internationales pour leur gentille invitation à participer à ce webinaire. Il est essentiel que je souligne encore que nonobstant les diverses fonctions que j'occupe dans de différentes organisations, les opinions que je présente ici sont exclusivement les miennes et ne représentent ni impliquent l'Association canadienne de l'OTAN, l'Institut canadien de recherche énergétique ou l'Institut pour la complexité et l'innovation de l'Université de Waterloo. À des fins d'identification, je suis ici uniquement en tant que membre de l'Institut canadien des affaires mondiales et mes opinions sont exclusivement les miennes et n'impliquent pas cette organisation non plus. Les indications des sujets à propos de cette première question que fournit l'organisateur sont la hausse de prix, les dynamiques du mix énergétique, Amérique du Nord, Asie, etc. Quant au troisième aspect qui met en relief une différenciation géographique, je me permets de réserver cet aspect à la troisième question du séminaire sur les implications géopolitiques de la transition, parce que dans le temps limité qui m'est alloué pour mes remarques en cours, je ne peux que vous constater quelques observations d'un ordre beaucoup plus général. Cela dit, la première question est la définition des termes. Qu'est-ce que je veux dire quand j'invoque
de la transition énergétique. Faut-il dire aussi qu'en tant que spécialiste sur l'Eurasie, mes remarques viseront en premier lieu les pays des deux continents de l'Europe et de l'Asie. Néanmoins, on conçoit souvent le marché énergétique comme marché mondial, c'est-à-dire un marché où les prix dans un coin du monde ne sont pas sans relation aucune avec les prix dans n'importe quel autre coin du monde. C'est vrai et c'est faux. Il faut désagréger l'énergie par ses sources. Pour le pétrole, oui, c'est mondial. Pour le gaz naturel, c'est plutôt régional, alors que des quantités croissantes disponibles de gaz naturel liquéfié, GNL, sont en train d'intégrer ces plusieurs régions du monde dans un marché unique. Mais les coûts de transport excluent même aujourd'hui l'existence d'un marché véritablement mondial. Aussi, les prix de gaz naturel sont de plus en plus des prix de canton, ce qui encourage la régionalisation d'un marché même qui se voudrait mondial. Chez les producteurs des hydrocarbures, et je note que le charbon, alors c'est aussi un hydrocarbure formellement, mais je l'exclus pour l'instant. Chez ces producteurs, malgré le rebondissement des bénéfices après la fin des confinements de l'année dernière, ce qui a empêché beaucoup par l'activité économique et provoqué la faillite de petites et moyennes entreprises innombrables, il y a une hésitation aujourd'hui à investir dans la nouvelle production à cause de l'environnement commercial mondial indéfini et incertain. Les pénuries des hydrocarbures provoquent des hausses des prix partout et non seulement pour l'énergie, parce que le transport, par exemple des biens alimentaires, ne peuvent dépendre que de moyens de transportation alimentés par ces mêmes hydrocarbures. Je passe maintenant aux technologies de production de l'énergie dite renouvelable. Ces techniques ne sont pas une solution. Souvent, on cite des statistiques selon lesquelles un gros pourcentage de l'électricité est fournie par ces techniques. J'ai fait très attention à ces rapports. Ils prédominent en fin de semaine en été, autrement dit lorsqu'il fait chaud et les usines et les bureaux sont fermés. Ce qui plus est, et qui est très ignoré, ces statistiques sont en rapport avec la production de l'électricité. Mais l'électricité ne représente plus ou moins que 25% de la consommation énergétique totale. Il va sans dire qu'il ne peut y avoir de marché mondial pour l'énergie dite renouvelable, à l'exception du nucléaire, ce que je discuterai sous peu, mais seulement un marché mondial pour les équipements qui produisent de l'énergie technique dite renouvelable. Il faut comprendre que le marché pour l'énergie dite renouvelable est distinct de celui pour ces équipements. L'énergie solaire et éolienne ne vont jamais dominer le marché. Le scénario de référence de l'Union européenne pour l'an 2040 démontre le fait. Pour le moment, j'exclus l'énergie hydroélectrique de la discussion de l'énergie renouvelable. Je reviens plus tard. Il convient mieux d'appeler ces ressources dites renouvelables de ressources non fiables. Ces ressources nécessitent la production de l'électricité de base pour maintenir l'intégrité du système de la transmission lorsque le soleil ne brille pas et lorsque le vent ne souffle pas. Les batteries ne résoudront pas ce problème. Elles ne créent pas d'énergie. Elles ne font que le stocker dans des quantités minimes. Ici, je termine mes réponses à la première question. D'accord, merci. Merci à M. Cutler aussi. Nous procédons alors à notre deuxième bloc, notre bloc thématique, c'est-à-dire ce qu'on, en fait, on est pendant qu'on parle aujourd'hui, en fait, c'est la COP 26 qui est en train de se terminer juste demain. Et le sujet à l'agenda est donc celui de la transition énergétique. Alors, ce bloc thématique-là penchera justement sur
le réalisme, la faisabilité et les aspirations de cet objectif. Alors, pour ce bloc-là, on va écouter les propos de Robert d'abord et puis Carole. Alors, Merci Nicolas. Alors, je reprends le fil sur les ressources dites renouvelables pour répondre à votre deuxième question. Ces ressources nécessitent des terres rares et d'autres métaux extraits en Chine ou en Afrique, souvent par le travail des enfants dans les conditions les plus incontrôlées qui raccourcissent l'espérance de vie de tous ceux qui vivent à proximité. De plus, malgré les affirmations selon lesquelles les ressources renouvelables deviennent de moins en moins chères et plus efficaces, elles contribuent en fait à nécessiter d'importantes subventions gouvernementales ou, dans le cas de l'Union européenne, transgouvernementales, que ce soit des subventions directes ou indirectes. Puisque l'on n'observe presque jamais quels en sont les effets sur le système financier mondial, je me permets de vous y attirer l'attention. Le système financier mondial ne s'est jamais remis de la crise financière mondiale de 2008. À cette époque, les banquiers centraux ont commis l'erreur fondamentale de sauver les banques commerciales trop gros d'échouer, too big to fail, plutôt que de leur permettre de subir les conséquences de leurs mauvaises décisions d'investissement et de gestion. Ainsi a commencé l'assouplissement quantitatif, quantitative easing, qui s'est poursuivi depuis là jusqu'à nos jours. 40% des dollars américains qui circulent dans le monde ont été imprimés, c'est-à-dire créés électroniquement, au cours des 12 derniers mois. La monnaie euro ne survit que grâce au système bancaire de réserve fractionnaire, ce qui permet à la Banque centrale européenne de multiplier comme par magie le crédit qu'elle reçoit de la Fed américaine et de prêter les euros ainsi créés aux banques nationales européennes, lesquelles les multiplient encore avant de les distribuer aux banques tertiaires pour distribuer à leurs entreprises commerciales nationales et régionales qui sont des zombies formellement en faillite déjà depuis des années. Le résultat de tout cela est le bas niveau des taux d'intérêt que nous connaissons dans le monde entier depuis un certain temps. Le résultat des taux d'intérêt bas est une absence généralisée d'investissement par le secteur privé. Le résultat de cette absence d'investissement est une baisse de la production. Le résultat de la baisse de la production est la rupture des chaînes d'approvisionnement, supply chain ruptures. La rupture des chaînes d'approvisionnement que nous voyons aujourd'hui se produire a été exacerbée par les confinements politiquement imposés en 2020 et 2021. Mais en fait, la production mondiale et l'intégrité des chaînes d'approvisionnement s'effondrent depuis un certain nombre d'années déjà. Qu'est-ce que l'énergie dite renouvelable aurait à voir avec cela? Non seulement la prolifération de celle-ci nécessite des subventions continues et des décisions politico-administratives qui ne reflètent pas l'économie de marché, mais surtout cela ne fait qu'augmenter la dette publique. Ce processus qui se déroule au fil des années produit des effets aujourd'hui évidents partout. Je fais référence à l'inflation des prix de matières primaires qui a commencé à s'installer partout au monde, y compris au Canada. Il va sans dire que la hausse de ces prix, ensemble avec la hausse des prix de l'énergie provoquée par la prolifération de l'énergie dite renouvelable, ne fera que s'accentuer dans les mois et oui, dans les années à venir. Tout cela n'est pas exclusivement le résultat de la prolifération anti-marché parrainée par l'État des énergies renouvelables, mais ce dernier phénomène l'accélère, et ce aussi depuis des années. Elle affecte également négativement la qualité de vie des êtres humains sur la planète parce que,
Les énergies renouvelables ne sont pas fiables et parce qu'elles augmentent les prix d'énergie. Cela produit un effet domino parce que l'énergie de bon prix est nécessaire pour la production et le transfert vers le marché et même pour la consommation. L'inflation que nous voyons maintenant s'amorcer sera donc encore encouragée par la prolifération des énergies renouvelables. L'exemple le plus transparent que nous voyons dans les épiceries au jour le jour, ce sont les biens alimentaires. Pour terminer mes remarques sur cette deuxième question, j'ai fait mention de l'énergie hydroélectrique et énergie nucléaire. Bien sûr, je suis heureux de vivre dans une province canadienne où 95% de l'électricité est produite par des techniques hydroélectriques. Théoriquement, l'augmentation de son prix doit être ralentie par rapport aux autres provinces et les pays du monde. Mais l'énergie hydroélectrique ne peut pas être stockée et elle n'est pas disponible partout au monde. Donc, cela dit le retour énergétique, ce concept, je vous signale, retour énergétique sur énergie investie. Le retour énergétique sur l'énergie investie est le plus élevé pour hydroélectrique parmi toutes les formes d'énergie, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables. L'énergie nucléaire est encore plus fiable que hydroélectrique et son retour énergétique sur énergie investie vient en deuxième après hydro. Mais elle n'est pas considérée comme renouvelable nucléaire pour des raisons bureaucratiques, administratives et politiques. Si l'on se préoccupe du soi-disant net zéro, l'énergie nucléaire ne peut pas être exclue de n'importe quelle vision qui prétendrait au réalisme. Merci. Merci. Merci, Robert. Alors, Carole, s'il vous plaît. Contrairement à Robert, je suis dans une région, je viens d'arriver au Moyen-Orient, à Abu Dhabi, et plus que 95% de l'énergie primaire est fournie par le pétrole et le gaz. C'est seulement pour vous montrer la grande différence entre les pays. En tant qu'économiste, j'aime beaucoup les chiffres et je voudrais partager avec vous deux de mes graphiques préférés quand on parle de la transition énergétique. Par exemple, ce graphique que vous voyez devant vous représente l'évolution du mix énergétique primaire mondial. Et comme vous voyez, il y a eu plusieurs dominances de différentes sources d'énergie et ça a changé avec le temps. Mais si on regarde, par exemple, ici, j'ai pris depuis 1800 jusqu'à presque les 2 années passées. Et vous voyez qu'on a eu plutôt 2 importantes transitions énergétiques, mais chacune a un motif différent. La première transition est celle d'une dominance des combustibles traditionnels, par exemple le bois, au charbon. Et elle a été facilitée par vraiment une transformation industrielle majeure, ce qu'on appelle la révolution industrielle. Et il y a eu, après plusieurs années, il y a eu une autre transition, celle de la dominance du charbon pour la dominance du pétrole. Et celle-là a été facilitée par l'avantage que le pétrole avait sur le charbon en tant que prix et disponibilité. Aujourd'hui, la transition de la dominance des énergies fossiles, et avec ça, j'inclus le gaz naturel, à une transition où notre mix énergétique primaire est dominé par des énergies propres, renouvelables et nucléaires, n'est pas le résultat d'une transformation majeure industrielle, ni elle est en train de se passer à cause d'un avantage compétitif. Elle se fait tout simplement à cause de changements de préférence. Et c'est une différence majeure avec les transitions qui sont passées durant les 2 siècles précédents. Et c'est pour cela que la transition énergétique aujourd'hui dépend largement sur le rôle du gouvernement et en particulier le prix du carbone
pour l'accélérer. Mais comme vous tous connaissez, mettre un prix assez haut sur le carbone pour faciliter la transition énergétique est un sujet très, très sensible, comme les politiciens nous rappellent partout dans le monde, y inclus en Europe et plus récemment aux États-Unis. Aussi, comme vous voyez ici sur le graphique, on commence d'un niveau trop bas. Les énergies fossiles, le pétrole, le charbon et le gaz naturel fournissent plus que 83% de notre consommation énergétique primaire. Mais il y a aussi un autre angle. Si vous me permettez de vous montrer l'évolution de notre mix pour l'électricité par source. Et ici, j'ai pris les 35 années passées, depuis 1985 jusqu'à 2020. Vous voyez ici que l'exemple de l'électricité aussi supporte le fait que la dominance des énergies combustibles est beaucoup plus difficile à déplacer. Par exemple, dans les 35 années passées, la part des énergies combustibles, particulièrement le charbon, qui est le plus responsable des émissions du carbone, n'a pas changé. Et c'est ce que les gens ne parlent souvent pas de ce sujet. Ils parlent, par exemple, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans l'électricité, dans la production des électricités, mais ils ne parlent pas de la part des énergies combustibles, en particulier la part du charbon qu'on voyait ici, ça a à peine changé dans 35 ans. Et c'est seulement pour illustrer l'échelle du problème que le monde entier est en train de vivre. Et on ne peut pas trouver une solution immédiate. Même COP26 n'a pas trouvé une solution pour ce problème. C'est pour cela qu'on doit être réaliste. En tant que la technologie des énergies renouvelables n'est pas fiable, comme la crise du gaz, la crise récente du gaz en Europe a déjà démontré, pour moi, la transition énergétique s'agit plus d'intégration que de substitution. Aujourd'hui, la plupart des discussions énergétiques, surtout par rapport à la transition, parlent tout le temps de substitution. On substitue les énergies combustibles par les énergies renouvelables ou nucléaires. Ça ne va pas marcher parce que la technologie n'est pas fiable. Mais pour augmenter la part des énergies renouvelables, par exemple, on a besoin des énergies combustibles comme le gaz naturel pour supporter la production des énergies renouvelables. Et c'est pour cela, je répète, que la transition énergétique doit être basée sur le principe d'intégration et pas sur le principe de substitution, tant que la technologie n'a pas évolué par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Merci, Madame Nacle. Alors là maintenant, on arrive au troisième sujet, troisième thème, celui des implications géopolitiques de la transition énergétique. Que faut-il s'attendre donc dans le futur? Quels seront les gagnants et les perdants qu'on peut au moins qu'on puisse s'attendre, disons. Est-ce que peut-être les exportateurs d'hydrocarbures vont souffrir peut-être à l'avantage des exportateurs de métaux? Donc, c'est des questions que je vous pose. Alors, Carole et puis Robert. À vous la parole. Bon, c'est un sujet qui est très, très grand et je ne crois pas qu'on va le faire justice dans le temps qu'on a aujourd'hui. Mais c'est bien sûr aussi un aspect auquel on ne pense pas assez malgré ses conséquences majeures. Avec les énergies combustibles, on a concentré toutes nos attentions sur le Moyen-Orient et les pays du Golfe et la Russie en tant que producteurs majeurs qui ne sont pas assez fiables et qui posent un risque remarquable sur l'approvisionnement de l'énergie globale. On s'est aussi concentré sur les relations entre les États-Unis et l'Europe et les pays producteurs comme le Moyen-Orient et la Russie. Et on a regardé la Chine seulement comme un consommateur énorme. Et bien sûr, la Chine, c'est le plus grand consommateur de l'énergie et le plus grand, par exemple, importateur de LNG et du pétrole.
Bien sûr, l'importance du Moyen-Orient pour le marché du pétrole va continuer pour les années prochaines. Et ici, Nicolas, permettez-moi de clarifier que quand on parle de la transition énergétique, on doit prendre en considération la période avec laquelle on discute un sujet, durant laquelle on discute un sujet. Et ici, il y a plusieurs périodes. Par exemple, pour les vingtaines d'années prochaines, je ne crois pas que l'importance du Moyen-Orient va diminuer. Au contraire, les producteurs comme l'Arabie saoudite non pas seulement les réserves, mais aussi les coûts de production les plus bas dans le monde. Et c'est vraiment un avantage pour tout producteur dans un marché qui devient de plus en plus petit et là où la compétition entre les producteurs traditionnels intensifie. Donc, dans les années prochaines, quand la transition énergétique accélère, on va voir la compétition entre les producteurs traditionnels va intensifier et le producteur qui a le coût de production le plus bas peut rester dans ce marché le plus longtemps. Et c'est vraiment un avantage pour la région du Moyen-Orient. Donc, quand on parle de la sécurité de l'offre, la transition énergétique, et surtout, par exemple, en Europe ou bien aux États-Unis, où on n'est pas en train d'encourager les compagnies pétrolières d'investir plus dans le domaine du pétrole et du gaz, on va voir notre dépendance augmenter sur le Moyen-Orient et pas the opposite. Mais avec la progression de la transition énergétique, le rôle des acteurs principaux va changer et la sécurité de l'offre va prendre un nouvel angle. Comme vous savez, pour produire les panneaux solaires, par exemple, ou les batteries pour les voitures électriques, on a besoin de certains métaux. Dès 2017, je crois, la Banque mondiale a publié des études qui montrent l'impact de la transition énergétique et la croissance des énergies propres sur la demande des métaux et en conséquence le prix. Et je vais partager avec vous le résultat d'une étude que la Banque mondiale a fait en 2017. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à... Voilà. Donc, c'est ici, la croissance de la demande pour les métaux. Dans ce graphique, la Banque mondiale montre l'effet sur la demande des métaux si on veut atteindre l'objectif climatique de 2 degrés. Bien sûr, les chiffres que vous voyez ici seront beaucoup plus élevés quand on prend en considération l'objectif de 1,5 degré. La demande pour des métaux comme le lithium, ça va grandir par presque 1000%. Je regarde le chiffre parce que parfois j'oublie combien c'est important cette grossesse dans la demande. Et vous pouvez seulement imaginer l'impact sur les prix. En plus, la plus grande part de l'offre va venir des pays qui ne sont pas politiquement stables et qui ont des institutions faibles. Et vous voyez ici dans ce graphique, par exemple, la plupart des pays qui produisent des métaux qu'on a besoin pour accélérer la transition énergétique sont des pays qu'on peut dire qu'ils sont politically unstable. Donc, ils ne sont pas politiquement stables et en plus, ils ont des institutions qui sont vraiment très faibles. Aussi, la Chine est déjà le plus grand producteur de l'énergie solaire, éolienne et hydraulique. Et comme la Banque mondiale a dit dans son 2017 rapport, et je répète, la conclusion la plus remarquable de cette étude, c'est la dominance de la Chine sur les métaux nécessaires pour fournir des technologies propres. Et vous pouvez seulement imaginer la conséquence sur la géopolitique. Et je ne crois pas qu'on peut déjà dans ce webinaire dire ou bien provide les solutions ou bien les scénarios de ces conséquences, mais je crois qu'on doit prendre beaucoup plus de temps à réfléchir aux conséquences géopolitiques de la transition énergétique. Merci. Merci, Carole. Robert. Merci. Pour répondre à cette question de manière globale, il faudrait rédiger un document de recherche très élaboré. Tout ce que moi je peux faire ici, c'est d'indiquer peut-être quelques grandes lignes et des exemples. Encore une fois, je commence en cherchant une définition de terme. Quelles sont les implications géopolitiques de la transition? Par cette phrase, je comprends une référence au changement dans le pouvoir réel et dans la
potentiel de projection de pouvoir par les États, ce qui résulte de l'évolution politique des facteurs démographiques, économiques, financiers et même idéologiques. Je vous donne l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne profitera économiquement des effets de la transition, mais elle n'a aucun moyen de projeter sa puissance nationale. De plus, ces avantages économiques seront de courte durée. Il est nécessaire de comprendre que les fondements économiques du plaidoyer allemand en faveur de la transition, contrairement à ce que l'on a tendance à croire, la décision de fermer les centrales nucléaires allemandes n'a pas été prise sous Angela Merkel après Fukushima. Il s'agit plutôt d'une décision prise par le premier cabinet Schröder au moment même où lui-même négociait en tant que chancelier avec la Russie pour la construction du gazoduc Nord Stream 1. Le plaidoyer allemand pour la transition énergétique sous les auspices de l'Union européenne est en fait une politique industrielle nationale allemande. J'explique. Lorsque les entreprises allemandes voulaient entrer dans le marché chinois il y a plusieurs années, le gouvernement à Pékin les a obligés contractuellement de transférer au gouvernement chinois leur propriété intellectuelle que représentait leur technique comme condition. Les entreprises allemandes se sont, bêtement mises d'accord avec cette condition et elles l'ont avalée. Les conséquences ont été profondes. Je vous donne un exemple indicatif. Depuis des années, les chemins de fer en Asie du Sud-Est ne sont plus construits par les entreprises allemandes, mais plutôt par celles chinoises, lesquelles emploient des techniques d'origine allemande obtenues des entreprises allemandes qui les ont versées en contrepartie pour le droit d'entrer dans les marchés chinois. De toute évidence, la Chine peut offrir une main-d'œuvre moins chère, meilleur financement que l'Allemagne. La firme Siemens, par exemple, a vu ses contrats de construction de chemins de fer disparaître, non seulement en Asie, mais essentiellement dans le monde entier au profit des entreprises chinoises. Ce n'est qu'un exemple. L'ensemble de l'industrie allemande a été touché de la même manière. Désormais, en Europe, grâce aux subventions importantes octroyées par l'Union européenne au fil des années, l'Allemagne a développé une capacité importante de production, en particulier, mais pas seulement, de l'infrastructure pour l'énergie éolienne et des technologies solaires. Et la transition énergétique que l'Allemagne a réussi à imposer aux autres États membres de l'Union européenne par le biais de la bureaucratie bruxelloise, obligera ces derniers à acheter ces techniques et ces biens infrastructurels à l'Allemagne même. Cette demande pour ces produits remplacera en partie, mais pas entièrement, l'ancienne demande mondiale d'ingénierie allemande que la Chine satisfait aujourd'hui en raison de la volonté allemande de faire cadeau de ces technologies à Pékin. La transition énergétique est donc, pour l'Allemagne, qui est sa force motrice en Europe, la nouvelle politique industrielle allemande par laquelle elle voudrait remplacer l'ancienne politique industrielle aujourd'hui révolue. Les accords de Paris vont dans le même sens. Tout comme l'Allemagne a imposé une demande pour ses biens à l'Europe, elle coopère avec la Chine au niveau international pour imposer une demande pour ses biens, que la Chine produit également, au niveau international en octroyant des subventions aux pays du tiers-monde, etc. Alors, vous comprenez donc que s'il m'a fallu plus de 5 minutes pour vous expliquer cette situation grosso modo en ce qui concerne l'Allemagne, et s'il ne me reste donc que 2 minutes environ, alors il m'est impossible d'esquisser l'évolution globale dans toute sa complexité. Et je n'ai même pas encore pu évoquer la Russie,
qui est et qui restera, grâce à la complicité allemande, le principal fournisseur de gaz naturel non seulement de l'Allemagne, mais aussi de l'Europe dans un avenir prévisible. Ou bien, par la possibilité d'évoquer la situation des États-Unis, qui ont une grande capacité de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié, mais qui l'ont fait jusqu'à très récemment. Ou bien la situation en Inde, qui est avec la Chine au niveau mondial, l'un des deux consommateurs les plus grands du charbon, qui est bon marché, le charbon, et qui a une énorme densité d'énergie en comparaison avec les sources dites renouvelables qui sont plus chères et moins fiables. Le point principal que je voudrais faire valoir dans le temps qui me reste pour cette intervention, pour discuter de cette troisième question, est que le résultat principal de tout ce que j'ai esquissé sera l'instabilité économique et politique. On se souvient comment la crise politique en Tunisie a éclaté en 2013-2014, précisément parce que le gouvernement n'avait plus de moyens financiers pour subventionner le prix du pain. Les projections actuelles prévoient une reproduction de cette situation. Aujourd'hui, je veux dire les projections qu'on fait aujourd'hui prévoit une reproduction de cette même situation à travers toute l'Afrique du Nord l'an prochain et pas seulement l'Afrique du Nord. À plus long terme, l'effet général sera de réduire la qualité de vie des couches sociales les plus pauvres de la société dans le monde entier, de réduire leur espérance de vie, de réduire la prospérité non seulement pour eux, mais aussi pour les classes moyennes, de réduire l'accès à la formation et à l'instruction en diminuant leur temps de loisir. Tout cela aura pour effet général une démobilisation politique. Au moins à court terme, ou à moyen terme, à long terme, il faut voir. Personnellement, je crois que ce dernier effet ne va pas durer éternellement. Les Gilets jaunes en France, mouvement répandu aujourd'hui dans toute l'Europe, malgré le manque de reportages médiatiques, ce phénomène qui représente une contestation contre les effets sociaux produits par les décisions et les actes de leurs propres élites politiques. Dans des conditions généralisées d'aggravation de l'inflation et de raréfaction des biens, ce phénomène persistera et s'accentuera tout au long de la décennie en cours et jusque dans les années 2030, entraînant, j'ose dire, un effondrement du système international actuel tel que les politicologues le conçoivent et le connaissent aujourd'hui. Merci. Comment se porte-t-il le Canada? Le Canada est-il en train de faire sa propre transition depuis quelque temps, comme il avait été annoncé? Est-ce que le Canada a pris plutôt une position plus mitoyenne? Et également, quel reflet géopolitique pouvons-nous anticiper tant dans les relations interprovinciales qu'à l'international, pour ce qui concerne le Canada? Alors, je donne la parole à Robert encore, et puis Carole, en deuxième. Merci. Merci, Nicolas. La politique énergétique canadienne actuelle semble reposer sur une hypothèse dérivée d'une théorie falsifiée. L'hypothèse, c'est l'hypothèse du réchauffement climatique dérivée de la théorie du changement climatique. Cette théorie est souvent critiquée comme non falsifiable. En termes techniques, c'est vrai. Il repose sur un phénomène hypothétique duquel il a prédit l'existence. Mais cette prédiction par la théorie de changement climatique s'est avérée fausse par des mesures scientifiques.
Les détails du mécanisme proposé dit effet de serre nécessitent que la Terre soit entourée d'une sphère creuse chaude à l'intersection de la troposphère et de la stratosphère à environ 2 km au-dessus de la surface de la Terre. Toutes les mesures scientifiques effectuées par des satellites en orbite terrestre au cours des 20 dernières années ont montré que ce phénomène n'existe pas. Cela équivaut à une preuve expérimentale. C'est probablement la raison pour laquelle l'expression réchauffement climatique a été remplacée par changement climatique. Alors que le réchauffement est falsifiable, le changement ne l'est pas. Permettez-moi d'abord d'expliquer brièvement pourquoi le phénomène prédit ne se produit pas. Cela ne se produit pas parce que le mécanisme hypothétique par lequel il devrait se manifester contredit les lois connues de la thermodynamique et de la dynamique quantique. La théorie commet de nombreuses autres erreurs, par exemple, en ne tenant pas compte du fait que la Terre émet de la chaleur lorsque des atomes ionisés sont éjectés dans l'espace depuis le sommet de l'atmosphère. La théorie du changement climatique propose que le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est le moteur du soi-disant réchauffement climatique, que cela peut être contrôlé par l'intervention humaine. Ces deux idées sont fausses. La Terre a été beaucoup plus chaude dans le passé lorsque les niveaux de dioxyde de carbone étaient beaucoup plus bas. La vie sur la planète Terre s'est épanouie à l'époque archéologique où les niveaux de dioxyde de carbone étaient beaucoup plus élevés. De plus, le dioxyde de carbone ne représente que 0,04% de l'atmosphère. La contribution humaine à ce 0,04% est de 3%. La contribution du Canada à ces 3% est de 1,9%. Ainsi, même si toutes les émissions de dioxyde de carbone du Canada dans l'atmosphère étaient éliminées, cela ne représenterait que 1,9% des 3% des 0,04% des gaz atmosphériques, soit un peu plus que 0,0002% de tous les gaz atmosphériques. Il faudrait un acte de foi pour croire que cela ferait une différence parce qu'il n'y a pas de science pour soutenir cette idée. Il y a 3 politiques que le Canada pourrait néanmoins suivre qui ne contrediraient pas son orientation déclarée de faire croire au soi-disant changement climatique. Ces politiques créeraient un profil de leadership énergétique canadien dans l'économie mondiale. Ce sont, primo, la production et l'exportation mondiale de plus de gaz naturel vers les alliés canadiens, en particulier dans la région Indo-Pacifique. Les expéditions transpacifiques n'ont pas besoin de négocier les points d'étranglement, choke points, ou des régions de transit fragiles et militarisées comme la mer de la Chine méridionale. Le marché mondial du gaz naturel liquéfié en émergence donne au Canada l'occasion de contribuer à façonner l'architecture de la géoéconomie mondiale dans les décennies à venir. Secondo, la production et l'exploitation mondiale de plus de pétrole canadien, y compris la construction d'oléoducs d'exportation de pétrole pour desservir les marchés à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Une telle orientation stratégique renforcera la contribution du Canada à l'ordre mondial dans les sphères économiques mondiales et financières mondiales cruciales. Agir ainsi créerait
des ouvertures constructives pour les valeurs canadiennes, les normes diplomatiques et les intérêts nationaux, afin d'engager les normes opposées établies par d'autres États comme la Chine. Tertio, la poursuite du développement et de l'exportation de la dernière génération du réacteur nucléaire Candu. Quant au Québec, il s'agit bien sûr de continuer à exporter de l'électricité à la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis. Il y a là tout un chapitre à écrire, mais je crois que l'idée est assez bien évidente et fait assez de bon sens pour que je puisse m'arrêter sur ce point pour terminer avec mes remerciements au Cercle québécois et à l'audience, mon intervention. Merci Robert. Merci Robert. Alors, Carole? Bon, je vais être brève ici. Quand je regarde le Canada, je trouve que le pays est déjà dans une position beaucoup plus meilleure que d'autres pays développés, avec 35% de son énergie primaire venant de sources propres, renouvelables et nucléaires. Bien sûr, je connais qu'il y a des variations grandes entre les régions canadiennes, mais on parle au niveau du pays. En plus, le charbon au Canada ne fournit que 4% de l'énergie primaire du pays. Par comparaison, aux États-Unis, 18% d'énergie renouvelable fournit l'énergie primaire et le charbon constitue 10%. À l'Union européenne, les chiffres sont suivants, 29% et 11%. Donc, si je regarde les chiffres seulement, on peut dire que le Canada est dans une position beaucoup plus meilleure que d'autres pays qui ont le problème avec le charbon en particulier. Mais le talon d'Achille au Canada reste la production du pétrole et du gaz naturel, donc le secteur des hydrocarbures, qui est intensive dans la production du carbone. Le Canada essaie de créer une balance entre ses objectifs climatiques, qui sont très ambitieux, et ses industries énergétiques traditionnelles, mais ce sera un équilibre délicat. Peut-être les pays du Golfe au Moyen-Orient offrent un exemple intéressant. Là, on voit le gouvernement et les compagnies pétrolières, surtout les compagnies nationales, sont en train d'augmenter leurs investissements dans des technologies qui sont en même temps profitantes au climat et prolongent la vie de leurs ressources pétrolières et gazières. Et ici, par exemple, je pense de la capture et du stockage du carbone, CCS, et par exemple l'hydrogène bleu. On voit beaucoup d'investissements dans ces deux domaines, surtout dans les pays producteurs du pétrole. Mais Nicolas, je voudrais conclure par retourner au sujet de cette discussion aujourd'hui, la transition énergétique entre aspiration et réalisme. Et à cause des technologies disponibles aujourd'hui, à cause des coûts, à cause de l'effet de la pandémie, je suis surprise que pas beaucoup de gens sont en train de parler de l'effet de la pandémie sur les économies mondiales pour les années prochaines et les inégalités qu'on voit entre les pays, particulièrement les pays pauvres et les pays riches. Et la liste, bien sûr, peut être beaucoup plus longue. Donc, peut-être on doit modifier la façon avec laquelle on pense à la transition énergétique. Sinon, la plupart des objectifs et trajets ne seront pas atteints. Et je retourne au point que j'ai fait avant, que la transition énergétique, on doit penser à cette transition, doit être, à cause de tous ces problèmes que je viens de dire, doit être plutôt basé sur l'intégration, sur le principe d'intégration de toutes les sources d'énergie et au lieu de substitution. Sinon, je ne crois pas qu'on va pouvoir atteindre les objectifs climatiques ambitieux as long as la technologie disponible pour les énergies renouvelables ne change pas dramatiquement. Merci. Merci, Carole. Merci, en fait, à nos deux invités d'aujourd'hui. Donc, pour récapituler, Dr. Carole Nackle et Dr. Robert Cutler, encore merci.
Nos deux invités nous ont en fait ont eu l'amabilité de partager avec nous leurs propos, leurs opinions et leurs analyses sur ces sujets très importants et très pertinents et très actuels surtout, qui promet enfin, de nous affecter tous. Alors, merci encore, merci à notre public et à la prochaine.